Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 mars 2021. Merci de votre fidélité. Merci également de la confiance. Vous qui nous suivez partout dans le monde sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel également. À tous les auditeurs de la radio Liberté Kinshasa, vous qui nous suivez en fréquence modulée en 96.8 MHz également. Très nombreux au Sénégal également. Au Congo-Brazzaville, 8 mars, célébration de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le thème international 2021, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Le thème national RDC, le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Covid-19 bien sûr. Le chef de l'État a effectué hier une visite d'inspection à l'hôpital général de référence de Kikole pour s'assurer de conditions de conservation de vaccins contre la Covid-19. Le premier lot, plus de 1 million de doses, devant permettre le lancement de la campagne de vaccination justement de la semaine prochaine, sauf imprévu. Félix Tshisekedi également qui a échangé avec les pêcheurs du pool du Malébo à Kikole. Gouvernement Sama Lukonde, la première mouture déjà soumise à l'arbitrage du chef de l'État. En revenant aujourd'hui sur cette recette ou cette tribune de Loli Kema Lilo Bokonzi, il est président national de l'Alliance pour la gouvernance des valeurs AGV. Il dit rien ne sert de courir, il faut partir à point justement sur la formation de ce gouvernement. Également faire un tour en Afrique, particulièrement au Congo-Brazzaville, parler un peu de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso bien sûr, en passe donc de l'emporter. Lui qui va briller avec la longévité au pouvoir, plus de 36 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville. Également au Sénégal, c'est la révolte. Vous le savez, mesdames et messieurs, le Sénégal qui se prépare donc à une nouvelle journée sous tension. Une coalition de partis et mouvements de la société civile appelle à 3 jours de manifestation à partir de mardi. Qu'est-ce que vous inspire justement cette situation crise au Sénégal? On parlera avec nos invités sur ce plateau. Également, triste nouvelle avec le monde musical congolais. Joski Kambukuta, lui qui était dans le Banaoké, a tiré sa révérence. Cette belle voix, vous le savez, en tout cas, est décédé. Joski Kambukuta, donc, il est mort à plus de 72 ans d'âge. On en parlera, lui qui rejoint donc les bataillons des immortels du monde musical. Condoléances à sa famille, logiquement, au monde musical congolais. Deux invités pour en parler. Charles Lequin, Kankou, bonjour. Bonjour Michel, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes là. Vraiment, vraiment, je sais que ce n'est pas facile pour vous, hein. Pour nous tous, hein, pour les embouteillages. Bon, effectivement, hein, il y a vraiment des embouteillages. Avec les sauts de moutons, les embouteillages, les problèmes des embouteillages, c'est résolu, mais ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Bon, il faut noter que là où s'est concentré les embouteillages, notamment dans les zones où on érigeait les sauts de moutons, pour le moment, il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Si vous arrivez à Débonhomme, par exemple, là où on a jeté les sauts de moutons, vous allez voir que le problème est résolu, ne fût-ce que dans ces zones-là. Oui, alors, maintenant, la question des embouteillages, je crois que c'est une question qui doit s'inviter aujourd'hui dans des campagnes électorales lors des prochaines échéances électorales, parce que finalement moi je ne comprends pas comment les embouteillages qui étaient il y a quelques mois concentrés au niveau des bonhommes, oui, mais on retrouve aujourd'hui des embouteillages partant de l'échangeur délimité jusqu'à la 7e rue. Et lorsque vous dépassez 7e rue, vous affrontez maintenant la zone de turbulence qui est la station Cohydro au niveau de la première rue, jusque pour dépasser Pont Kabu. Mais c'est incroyable. Et lorsque vous quittez là-bas, vous affrontez les embouteillages des Cabinda pour arriver au rond-point Willery. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est là partout. Et avec moi je me pose des questions. Avec ces nombres incessants, croissants, si vous voulez, de motos qui ont envahi aujourd'hui tout le rond-point, il n'y a même pas de parking parce que là où jadis on voyait 2, 3, 4 véhicules taxis, maintenant il y a beaucoup d'embouteillages là-bas, ce sont des motos qui ont envahi ces lieux-là. Je ne sais pas comment on va réglementer cette question. Est-ce qu'il faut-il aujourd'hui
Faut-il aujourd'hui faire comme le Nigeria où il y a des jours, des véhicules qui roulent les jours pairs et les autres les jours impairs? Bon, c'est très compliqué. Voilà, le débat est lancé. Je crois qu'il faut en tenir compte. Moi, j'arrive toujours au bureau. En tout cas, plus tard, je quitte chez moi à l'UPEN Télécom, c'est à 5 heures juste que je dois quitter pour que j'arrive à temps. Eric Ouema, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu. Hein. Merci Michel. J'ai sali embouteillage, j'ai sali quand même Charles-Quai, mais je ne comprends pas. Il y a un pouvoir public qui est là, mais ils nous disent que les problèmes de l'embouteillage doivent s'inviter à la campagne électorale. Moi, je ne comprends pas la logique quand même. Hein. Il y a un pouvoir public qui est là, qui est en fonction, qui doit résoudre les problèmes. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Pourquoi devons-nous attendre la campagne électorale alors qu'il y a un problème réel aujourd'hui des embouteillages? Quand on dirige, on doit trouver des solutions aux problèmes. Donc je ne comprends pas la logique des choses. Et à l'époque, on disait que les problèmes de Kinshasa, ce n'est pas forcément les sauts de moutons, mais c'était plutôt les routes secondaires qui sont pratiquement impraticables, comme on dit. Oui, je crois qu'il y a un personne n'a cru à l'époque, c'était vous pensez que nous sommes là, bon, les gens, c'est la formation du gouvernement, c'est Fatih Beto les matins, mais des problèmes réels, on ne sait pas vraiment. Et on devait aussi se réunir pour voir ces problèmes-là, comment résoudre les problèmes de l'embouteillage. C'est comme ça qu'on est gouvernement. Et puis embouteillage, même temps couvre-feu. Oui, justement, je vais dire encore que ce couvre-feu est devenu vraiment intenable. Intenable. Je crois qu'on a ajouté à la souffrance du peuple congolais encore ces fameux couvre-feu. Je ne comprends pas pourquoi nos dirigeants peuvent aussi manquer le cœur jusqu'à ce point-là. C'est vrai qu'on nie pas qu'il y a Covid, mais on ne sent pas l'impact de ces couvre-feux sur Covid. Moi, je n'ai jamais compris. Oui, donc on doit lever vraiment cette mesure de couvre-feu pour alléger la souffrance du peuple congolais. Hein? Donc on doit pas. Ceux qui sont spirituels, ils disent que les embouteillages de Kinshasa, c'est plus normal. Parce que là, apparemment, ce sont comme des démons qui se réveillent et se plantent dans des carrefours, dans des quartiers, dans des avenues. C'est incompréhensible l'embouteillage à Kinshasa. On sent quand même l'insouciance du pouvoir public face au problème réel de la population. On est ailleurs, donc continuez à souffrir. Attendez la campagne électorale, comme a dit Charles-Quai. Attendez le gouvernement Sama Lukonde. Pour le moment, continuez à souffrir. Donc c'est vraiment... La presse parue ce lundi à Kinshasa, le phare. Le chef de l'État a tranché les spéculateurs du port des pêcheurs à Kinkole sommet des déguerpires. Gouvernement Lukonde, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et puis Batangu, le père de Manakovitz, ne plus, paie donc à son âme. Forum des As, initiative attribuée à une task force de députés, de ministres recrutés dans le dos de Sama Lukonde. Et puis 8 mars, pas de fast habituel, Covid-19 oblige. Et puis le vrai modérateur, le vrai modérateur, avant sa publication, la mouture du gouvernement débattue entre Tshisekedi et Sama Lukonde. Également notre journal Le Bouclage, RDC, gouvernement d'union sacrée de la nation, de fausses notes signalées par Tilukwebo, un mouvement politique. Et puis la tempête de tropique, vaccination contre la Covid-19, 2 obstacles majeurs sur le chemin en RDC, décès de Joski Kambukuta hier à Kinshasa, et puis attente de la population et exigence des alliés, Sama Lukonde devant un dilemme pour former son gouvernement. Actualité oblige, hein, on va parler de 8 mars, hein, c'est aujourd'hui, avec, je rappelle tout à l'heure, les thèmes internationaux et nationaux, mais aujourd'hui les grands défis, je n'ai pas voulu aujourd'hui inviter les femmes, pour une bonne raison simple d'ailleurs. La plupart des cas, lorsqu'on réserve une journée de 8 mars aux femmes, on ne les aide pas. Alors que vous le savez, c'est une journée internationale de lutte pour le droit des femmes. C'est qu'aujourd'hui, si on va faire l'évaluation, mais en termes clairs aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Quels sont les freins? Quels sont les obstacles pour que nous arrivions à ces pôles égalitaires entre hommes et femmes aujourd'hui, selon vous? Charles Kekanko. Bon, c'est une question extrêmement importante. Je voulais apaiser mon ami Eric lorsqu'il épingle les pouvoirs publics. Bon, les pouvoirs publics ne peuvent pas être épargnés lorsqu'il y a des questions aussi vitales, essentielles, comme celle des embouteillages. Mais nous devons aussi noter que la question des embouteillages, c'est une question que l'on rencontre dans toutes les grandes villes du monde. Je pense qu'il a déjà parcouru quelques pays du monde. Les problèmes des embouteillages se posent avec acuité. Et s'il y a le président Tshisekedi a pensé à la construction de ces sautes de moutons, c'est entre autres pour résoudre la question des embouteillages. Parce que je viens de les relever que
là où on a jeté les pots de mouton, des sons de mouton, pardon, aujourd'hui il n'y a pas d'embouteillage. Mais il faut aussi, bien entendu, mettre l'accent sur la construction des routes secondaires. Et ça, par exemple, en est une illustration. Lorsque vous allez à Lemba, on construit l'avenue qui quitte là-bas. Hein, vous êtes du côté de Foire, à Lemba Foire. Oui. Il y a une route là-bas qu'on est en train de construire. La route, l'avenue qui quitte, qui va balayer plusieurs communes et quartiers. Donc ça va aussi soulager la question de l'embouteillage. Il y a la construction de la rue, de l'avenue Kulumba et beaucoup d'autres avenues. Donc ça veut dire que on ne peut pas quand même dire que les autorités de la ville ne font absolument rien. Mais il y a un problème important, c'est l'éducation entre autres des chauffeurs. Oui, parce que aussi, hein. Souvent vous allez vous trouver des chauffeurs qui embarquent et débarquent en pleine chaussée. Hein? Là aussi, il faut à la fois qu'il y ait des caméras de surveillance, c'est beaucoup de questions. Mais aussi, hein, il faut que la police routière aussi intervienne, fasse son travail aussi. Hein. Oui, le problème est vraiment, mérite vraiment une attention soutenue des autorités. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, le 8 mars, vous savez, Michel, d'entrée de jeu, je peux vous dire que moi, je n'ai jamais été chaud avec tous les concepts importés de l'Occident. Moi, je pense que l'Afrique, par exemple, a des traditions millénaires en ce qui concerne le traitement des droits de la femme. Hein? Nous assistons aujourd'hui à une explosion des revendications des droits des femmes. Droit pour l'avortement, on appelle ça IVG. Hein? Interruption volontaire de grossesse, droit à disposer librement de son corps. Vous avez des femmes en Europe là qui, lorsqu'elles arrivent devant où il se tiennent des conférences, elles enlèvent leur soutien-gorge pour démontrer leur sein et tout ça. Et vous avez les droits à la prostitution, droit à ceci, cela. Donc une explosion des revendications des droits à travers le monde, notamment en ce qui concerne la femme. Alors maintenant, est-ce que les Africains que nous sommes devons-nous rester toujours, nous laisser à la remorque des dogmes qui viennent de l'Occident lorsqu'on invente un concept, que ce soit à l'ONU, en France ou quoi? Allez, on amène ça ici, ni pute ni soumise. Les femmes doivent devenir à la fois pas soumises, pas pute. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, la question de la célébration de cette journée doit quand même pousser les Africains à la fois réfléchir sur les rôles que la femme a toujours joué dans nos sociétés. Parce que vous devez savoir que la société africaine, depuis la nuit des temps, a toujours été une société matrilinéaire. C'est vrai qu'il y a des ethnies au Congo où les patriarcats règnent, hein, mais en général, dans tous les pays africains, l'Afrique a toujours été une société matrilinéaire. Donc, il y a des femmes dans l'Égypte antique, par exemple, que ce soit en Nubie, hein, au Soudan, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. Lorsqu'on parle de la reine Hatshepsut, par exemple, ce sont des femmes qui ont joué de grands rôles dans l'Égypte antique. Et dans l'Égypte antique, la femme était respectée. La femme était respectée, la femme était dans l'armée, la femme occupait des postes importants au sein de la société, mais tout cela a connu une déchéance à la suite de la colonisation. Il y a eu destruction de beaucoup de valeurs africaines, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où notre société est là soumise à ce qui vient d'ailleurs. Parler par exemple de l'égalité homme-femme, l'égalité à ce qui concerne l'accès à l'emploi par exemple. Mais lorsqu'on veut amener une égalité au sein du mariage, là on peut contribuer sans le savoir à la destruction même de la famille qui est la cellule de base de toute la société. Donc, comme les êtres humains, en grand H par exemple. Donc la femme doit être considérée. Ses droits, les femmes aussi doivent également avoir les mêmes droits. La femme doit être considérée, la femme doit jouer son rôle, mais
nous devons faire attention. C'est là où, moi, je pense que les Africains doivent comprendre. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Les sociétés occidentales sont des sociétés en perte de repères sur le plan de la morale, repères dans beaucoup de domaines. Justement. Donc, là, vous évoquez... ce ne sont pas des sociétés modèles pour nous. Voilà, vous évoquez les points relatifs à des aspects moraux, on comprend. Eric Wemba, vous aussi, votre analyse par rapport à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même essayer nous les hommes également, avec les femmes, justement, en tant qu'être humain, je le rappelle tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs juridiques qui entrent en ligne de compte dans les constitutions de notre pays, par exemple, aussi, il faut rappeler, et que comment aider à ce que nous puissions ôter ces obstacles, tout ce qu'il y a comme coutume, on l'a rappelé ici, les lois scélérates, par exemple, pour que finalement, les femmes aussi puissent avoir bénéficié ou jouir de leur droit d'évoluer à tout être humain, par exemple. Oui, bon, une seconde quand même. Moi, quand on interpelle les pouvoirs publics, je ne sais pas pourquoi nos amis journalistes... On risque de faire le marche arrière. Non, pourquoi les journalistes doivent être toujours à la défensive. Non, j'ai dit seulement une minute, je comprends pourquoi Félix a recruté à l'extérieur du pays. C'est qu'il n'a pas besoin de tous ces djihadistes qui sont ici. Franchement. Sinon, on aurait recruté... Il n'y a pas de rapport entre le route et la communication du président de la République. Non, on est en train de défendre, parce que nous interpellons le pouvoir public à jouer son rôle face aux souffrances de la population, à prendre des dispositions. Organisé. Donc, je crois que bon, pour le 8 mars, moi j'ai toujours été militant d'une parité méritée, pas d'une parité imposée. Ces histoires-là, il faut donner les quotas pour la femme et ça. Moi j'ai toujours été contre cela. Les femmes doivent se battre. Simone de Beauvoir, qui a été une dame, a dit une fois, on n'est pas femme, on les devient. Hein? On les devient. Si on veut devenir femme, se marier, c'est aussi un choix. Mais si on veut devenir être femme avec grand H, c'est aussi un choix. Les femmes doivent se battre. Donc ce n'est pas la journée du 8 mars seulement, tous les jours de leur vie doivent se battre, comme à côté des hommes, pour leurs droits. Moi je ne vois pas une société où il y a les femmes de l'autre côté, les hommes de l'autre côté. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il faut que les femmes se battent pour accéder à certaines fonctions. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, est-ce que les femmes elles-mêmes se font confiance? Vous savez que généralement on remarque même que pendant les élections, oui, les femmes ne votent pas pour les femmes. Il est démontré aujourd'hui que les femmes, en termes de la population, la femme ou les femmes sont nombreuses que les hommes. Oui, s'ils pouvaient se faire confiance, une femme serait président de la République. Généralement, si vous allez les élections, même les femmes ne votent pas les autres femmes. Donc les femmes doivent se battre, doivent vraiment se battre. Il y a des modèles aujourd'hui dans notre monde. Donc Marguerite Thatcher qui a bougé l'Occident à un moment donné était une femme. Il y a Madeleine Albright, il y a Hillary Clinton, oui, qui est allée au sommet, il y a Ségolène Royal. Donc ce sont des femmes qui... Il y a Kamala Harris aussi, dernièrement d'ailleurs, il faut rappeler. Hein, oui, donc, présidente des États-Unis aujourd'hui. Oui, toutes ces femmes-là, il semble même au Libéria, ici, il y avait une femme qui était présidente de la République. Ellen Johnson. Donc si une femme se bat, les hommes lui feront confiance. Donc il n'y a pas question d'avoir ces petits complexes-là. Il faut se battre. Moi je crois à la femme. Je crois à la femme qu'elle a un rôle important à jouer dans la société, mais elle doit se battre pour... Il ne doit pas chercher des faveurs comme des histoires où on donne un quota pour les femmes. Non. Hein? Mais les quotas, c'est comme aussi le tribalisme, tout ça. Non, voilà, il faut éviter cela. Mais deuxième chose aujourd'hui, c'est que ça ne marche pas. Quand une femme a une responsabilité, c'est aussi une difficulté, un petit complexe dont souffrent les femmes. Vous avez Mabounda qui est président de l'Assemblée nationale. On lui reproche un certain nombre de choses. Non, c'est parce qu'il est femme. Non, on doit arrêter cela. Quand vous avez une responsabilité, vous les assumez. Les gens, vous êtes redevables, même si vous êtes femme ou un homme. C'est pourquoi moi j'ai conclu, nous sommes pour une parité méritée, pas pour une parité imposée. Très bien, nous rendons hommage aujourd'hui à Madame Julienne Lusengue de Sofepadi, qui elle est honorée en tant que femme du courage pour sa lutte contre la violence sexiste et la promotion des droits des femmes et des filles dans la situation des conflits. Et c'est mérite donc de département d'État américain. En même temps aussi, nous rendons en tout cas hommage à ces femmes, les femmes leaders africaines, notamment Marie-Louise Mwangi, Marie-Madeleine Kalala, pourquoi pas aussi Ebba Zeiba Massoudi, qui elle aussi, en tout cas, elle mérite. Hein, je crois que c'est de le rappeler à tous égards à ces niveaux-là. Un mot, hein, vous prenez Sénégal, lui va prendre le Congo-Brazzaville, Sénégal avec cette tension au Sénégal. Mais la grande question, c'est vrai que c'est avec l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, vous savez, qui est accusé de viol. La manifestation se poursuit avec notamment les mouvements et les partis politiques également. Mais comment comprendre cette Afrique francophone? Ceux qui hier étaient des opposants, une fois au pouvoir, deviennent plus que dictateurs. Bon, comment expliquer un peu cette donne dans cette Afrique africaine, francophone principalement? Le Sénégal, vous savez, de Senghor, aujourd'hui, qui est balancé par l'image qu'on voit,
c'est quand même, ça interdit l'image de ce pays, un pays grand avec des valeurs qu'on a toujours défendues. Bon, je pense que, est-ce que le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays dictatorial? Ça, c'est une question, il faut encore le démontrer, mais je dois aussi avoir une minute pour dire à Eric, lorsqu'on épingle aussi les actions menées par les autorités, ce n'est pas faire les dialogues. Ça, c'est quand même grave, quoi. Lorsqu'on parle de la construction des routes Elenguessa, on dit qu'on a construit Elenguessa, on est en train de construire l'avenue Kikwit, ça s'appelle dialogue, ça. Lorsqu'on parle on a jeté les scènes de moutons, et là où on a jeté les scènes de moutons, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'embouteillage, c'est ce qu'il appelle les dialogues. Et c'est ça qui a conduit Tshisekedi à recruter en dehors du pays. Ça, c'est quand même grave d'affirmer des choses comme ça. Le président de la République est libre et j'ai interpellé le pouvoir ici, demandant à ce que ce pouvoir s'occupe bien entendu des questions liées à ces embouteillages. Hein? Donc, mais quand même, on doit relever qu'il y a certaines actions posées. Donc, il y a des avancées. Il parle aussi de la parité imposée. Non, on peut évoluer, s'il vous plaît. Évoluons. Non, je suis d'accord avec lui. Il a relevé une chose extrêmement importante. Oui. Importante. Je dois quand même souligner ça. La parité imposée est une sorte de discrimination. La femme, nous avons des femmes intelligentes dans ce pays. Vous avez parlé de Eve Bazaïba. Moi, j'ai toujours un grand respect envers cette femme. Une femme extrêmement brillante. Moi, je me disais peut-être que dans le cadre de l'Union sacrée, on aurait pu voir Eve Bazaïba à la tête de l'Assemblée nationale. Je me disais que comme Tshisekedi aujourd'hui veut à ce qu'il y ait la promotion de la femme et qu'aujourd'hui le MSC se trouve dans l'Union sacrée, moi, j'ai caressé le rêve de voir Eve Bazaïba remplacer Janine Mabunda. Mais les choses sont passées telles qu'elles se sont passées. Donc, la femme doit se battre parce qu'elle a des capacités. Depuis toujours, l'Afrique a toujours connu des femmes comme ça. Souvenez-vous encore de Kimpavita. Ce sont des femmes que nous devons quand même aujourd'hui insister sur elles afin que d'autres femmes comprennent que c'est possible en croyant en elles, en se donnant au travail, en se battant, il est possible d'accéder à n'importe quel poste à briser les plafonds de verre. Donc il n'y a pas d'interdiction dans ce pays, il n'y a aucune loi qui interdit à une femme d'accéder à n'importe quel poste de commandement. Donc mais c'est question de se battre. Mais que d'imposer des femmes aujourd'hui, même des femmes compétentes, parce que moi je suis en train de le voir aujourd'hui avec tout ce que l'on voit dans la formation du gouvernement. Il y a des femmes vraiment incompétentes qui sont incapables de faire une déclaration sans papier, mais qui veulent quand même devenir ministre. Il y a des femmes comme ça. Donc ça, je pense que... C'est leur journée. Non. Nous devons vraiment encourager toutes ces femmes-là qui sont compétentes. Voilà. Ça doit être noté. Alors, très rapidement. Le Sénégal, moi j'ai toujours eu une admiration pour ces pays, les pays de la Teranga. Ouais. Souvenez-vous que le Sénégal, c'est un pays qui n'a pas connu de coup d'État. Depuis Léopold Sédar Senghor jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Il n'y a que des élections qui sont organisées et tous ceux qui sont accédés à la magistrature suprême au Sénégal l'ont été par la voie des urnes. Que ce soit à Senghor, que ce soit à Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, aujourd'hui Macky Sall, ils ont accédé à ces postes de commandement par la voie des élections. Et on ne peut pas aujourd'hui comprendre que... Il portait sur Abdou Diouf, plutôt Abdoulaye Wade, aujourd'hui, ça les rattrape aujourd'hui. Hein? Bon, Macky Sall, est-ce que l'arrestation de l'opposant Senko accusé de viol est un montage fait de toutes pièces pour écarter Ousmane Senko? C'est une fin politique. Assez souvent, nous voyons dans beaucoup de pays, lorsque quelqu'un est arrêté, soit il y a un montage qui se fait avec les juristes, ou soit il y a des accusations aussi infondées des politiciens qui viennent toujours politiser les arrestations des hommes politiques.
pour dire que si tel est arrêté, c'est pour des raisons politiques. Même s'il y a des infractions. Et je pense qu'il faut laisser la justice faire le travail. Et au Sénégal, je pense que le Sénégal, c'est un pays où la justice fonctionne normalement. On verra bien. Alors, on attend pour voir si effectivement les accusations portées contre Senko, l'opposant, si elles sont infondées ou pas. Mais moi aussi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le Sénégal, à l'instar d'autres pays francophones, a basculé dans un régime autoritaire. En tout cas, mais ça donne avec la répression également policière. La répression des manifestants, ça c'est quelque chose que nous devons condamner parce que je ne comprends pas pourquoi une police bien formée, une police responsable, respectueuse de la loi peut tirer à bout portant sur les citoyens. C'est inacceptable. Donc il y a moyen que les gens manifestent librement, que la police encadre les manifestants sans que l'on enregistre un nombre élevé de blessés ou même des morts. Le société civil appelle à 3 jours de manifestation pacifique à partir de mardi. Parlons un peu de Congo-Brazzaville aussi. La présidentielle, il va battre les records de la longévité au pouvoir. C'est quand même particulier aussi pour le Congo-Brazzaville. Hein? Oui, c'est vraiment particulier pour le Congo-Brazzaville. Mais si on fait la comparaison avec la République démocratique du Congo, nous avions résisté. Cela prouve que dans ces peuples-là, il y a l'ADN de la liberté. Parce que Kabila a fait plusieurs tentatives avec des recensements, tout ça, ça n'a pas marché. Mais à Brazzaville, ça marche chez Sassou. C'est pourquoi ici, nous devons mettre en garde les tenants du pouvoir. Quelle est la différence entre le Congo-Brazzaville et nous? On dit que là-bas, l'opposition pratiquement n'est pas, comme on dit, n'est pas vivante, comme le cas de la RDC. Les mouvements citoyens ne sont pas également là. Il n'y a pas de liberté comme on le prétend. Il y a que... En tout cas, du point de vue de la résistance contre les dérives dictatoriales, les Congolais, ici, nous sommes très avancés. Kabila n'a pas quitté les pouvoirs. Il n'y a pas de débat démocratique aussi. Oui, Kabila n'a pas quitté les pouvoirs de Guetté de Caire. Il a été imposé. Il y a eu une dynamique interne qui a révisé. Il y a eu des tentatives de recensement. Vous le savez, en 2015, il y a eu beaucoup de tentatives de révision constitutionnelle parce qu'il y avait un peuple conscient qui a dit non. Cela doit servir de leçon aux tenants du pouvoir actuel. Parce que je sens qu'ils sont un peu tentés par les démons de la monarchie présidentielle comme au Congo-Brazza. Vous pensez aujourd'hui, on est en train de soutenir les recensements. Alors que l'ONIP qui est là, on ne les donne pas les moyens. Donc les recensements sous-entendent les glissements, comme Kabila a fait en 2015. Mais ils oublient que Kabila a été empêché par ces peuples ici. Ils doivent faire très très attention. Là, vous évoquez le cas de Augustin Kabouya. Oui, qui a parlé, c'est pas lui. Parce que, vous savez, on joue un jeu un peu bizarre. À l'époque de Kabila, ce sont les Machala qui s'exprimaient. Mais c'était l'intention profonde de Kabila. Ici, on constate quand même que c'est l'intention profonde du pouvoir actuel d'aller vers les glissements. Et ce n'est pas un procès de tension. Pas un procès de tension, mais quand vous attendez déjà Kitenge parler, il faut les lire à la lettre Kitenge Yezu. Attendez, je vais lire un peu très rapidement. Il faut les lire à la lettre. Pour l'avertissement de Kitenge Yezu relayé par le Phare ce matin. Je veux m'adresser à un homme de Dieu. Lorsqu'on veut passer du devoir à la passion, on défroque. Il est un petit arbre qui veut devenir un nuage. Oublions que le venin du serpent n'atteint jamais les ailes d'un oiseau volant. Il y a un président de la République, le respect à sa personne n'est pas négociable. Et ce que je dis est un avertissement. Vous savez, quand j'ouvre ma bouche, c'est l'ouragan qui souffle, car il y a des mots qui tuent plus que la mort. Nous disons quand même à Kitenge Yezu, cet ancien moboutiste qui a combattu la démocratie dans ce pays. Et nous lui rappelons que l'église catholique qu'il condamne aujourd'hui a été dans la rue pour soutenir la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine, aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Et cette conférence avait abouti à l'élection d'Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. Pendant que l'église catholique était aux côtés des forces du changement pour la démocratie dans ces pays, Kitenge Yezu était avec Mobutu, ministre de l'information du gouvernement Ngouze, pratiquement les nazis gobels du régime de Mobutu, qui est venu célébrer le 16 février les massacres des chrétiens ici à Kinshasa. En tout cas, ce n'est pas un modèle de démocratie. Je crois que Félix doit se méfier des gens comme ça. Ce sont eux qui ont conduit Mobutu dans les situations un peu compliquées à Kawele et ils ne sont jamais allés voir Mobutu là-bas. Je crois que Félix Tshisekedi doit faire très attention avec ces genres de dérives, avec ces mauvais conseils qui viennent des gens comme de Kitenge Yezu. Kitenge Yezu n'est pas un modèle. Kitenge Yezu, c'était un moboutiste, c'était un ennemi de la démocratie. Il n'y a que des amnesties qui peuvent les considérer comme un démocrate aujourd'hui. Il s'est reconverti aussi. Il ne s'est pas reconverti.
Parce que vous parlez quand il dit que le respect du chef n'est pas négociable. Ça, s'il veut introduire... Non, il veut introduire le néo-moboutisme dans ces pays. L'époque des guides éclairés est finie. Quand les gens ne sont pas d'accord avec les Félix Tshisekedi, ils ont le droit de s'exprimer. On ne peut pas empêcher aux évêques de s'exprimer. Il y avait plusieurs points. Pourquoi seulement les points sur les élections dérangent? C'est qu'il y a un agenda caché. On doit nous le dire. Qu'est-ce que ça cache? Cette montée-là comment dire, c'est subordonner les élections. On rappelle... subordonner les élections au recensement, ça ne marchera pas. Les Congolais n'accepteront pas ça. La révision constitutionnelle, ça ne marchera pas. Félix Tshisekedi a présenté aux Congolais un bilan social. Les élections ne sont pas un don présidentiel. C'est un droit constitutionnel du peuple congolais. Quand on dit révision constitutionnelle ne marchera pas, peut-être qu'il faut parler des articles intangibles, peut-être à ce niveau-là. Il faut nuancer. Hein, nous parlons, il y a une révision. Nous avons, ça c'est chichote, on dit qu'on doit passer du quinquennat au septennat. Oui, oui. On dit par exemple, le tour unique à un second tour, c'était... Non, c'est-à-dire la révision constitutionnelle ici est faite dans le sens... Parce que, carrément... Non, le vrai problème ici, Michel, nous sommes en retard par rapport au processus électoral. Oui, nous avons contacté les techniciens, nous avons 15 mois de retard. Les élections peuvent se tenir... Les Congo aujourd'hui est en cessation de paiement. Nous avons un budget de 3,5 milliards, tout est affecté dans la rémunération. Il n'y a aucun franc qu'on a fait pour l'organisation des élections. Il est clair, maintenant qu'on sera incapable d'organiser des élections en 2023, on est en train d'imaginer des schémas pour un glissement. Nous n'accepterons pas ça. On n'organise pas les élections, on n'est plus président de la République le 20 décembre 2023. Est-ce que les élections 2023 sont-elles hypothétiques au regard de la déclaration d'Augustin Kabouya qui parle des bonnes élections, que l'UDPS, d'ailleurs l'UDPS n'a pas peur des élections, ça il faut quand même rappeler les termes employés par Augustin Kabouya, mais qu'il faut que des bonnes élections, et surtout que ceux qui vont participer soient véritablement identifiés. Est-ce que ces élections doivent être politiques par rapport à cette déclaration aussi de Kitenge par rapport aussi à la déclaration de la SENCO? Vous croyez? Bon, écoutez, je ne sais pas ce qu'Éric appelle cessation des paiements aujourd'hui. Comment un journaliste chevronné comme celui-ci peut dire qu'aujourd'hui on est en état de cessation de paiement? Les assemblées provinciales, les gens s'il vous plaît, moi je ne vous ai pas interrompu. Parlez. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, je ne crois pas que nous sommes dans cette situation-là. On reconnaît peut-être un retard dans le paiement des salaires, mais nous ne sommes pas dans une situation de cessation des paiements. Non, ça c'est grave ce qu'il est en train de signer ici. Alors maintenant, vous parlez de la question de l'organisation des élections. Moi, je me pose des questions. Quel sera le moment propice dans ce pays pour organiser les recensements? Quel sera ce moment-là propice? Parce que tout le monde dit qu'il nous faut un recensement afin que les pays puissent se donner quand même, se doter d'une banque de données, que l'on ait des données démographiques. Comment on peut développer un pays sans connaître ces pays-là, sans connaître le nombre de la population? Parce que pour, par exemple, penser à la construction des hôpitaux, construction des écoles, ainsi de suite, il faut que l'on sache dans tel territoire, dans telle ville, il y a autant de membres, il y a autant d'habitants, et sur base de ça, il faut combien d'hôpitaux, il faut combien d'écoles pour un montant, un chiffre, un nombre X de la population. Mais toutes les fois que l'on soulève la question du recensement, il y a toujours des opposants au recensement. Je ne comprends pas. Mais si hier, ceux qui étaient dans l'opposition avaient commis les erreurs en s'opposant au recensement, donc il faut que nous continuions à chaque fois à s'opposer au recensement. Moi je ne comprends pas. Voilà pourquoi j'ai posé la question, quand est-ce qu'on aura le moment propice pour organiser les recensements? C'est quand? Parce que pour qu'on se développe, parce que pour que l'on se développe, il faut qu'on fasse les recensements afin que les différents programmes, que ce soit le programme du gouvernement, puissent tabler sur des données démographiques réelles. C'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, est-ce que le recensement peut aller au-delà des délais constitutionnels? Moi je dis non. Moi je dis non. Parce que nous avons... C'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Peut-être que les problèmes des moyens peuvent se poser. Mais si aujourd'hui on mobilise les moyens pour faire le recensement,
Est-ce qu'il faut-il s'opposer à cela? Moi, je crois que quand même, à un certain moment, en tant que nation, nous devons nous arrêter pour lever des grandes options de développement qui nous profitent. On ne peut pas toujours continuer à aller derrière en erreur. Si hier, on avait monté en épingle le fétichisme des dates, on doit toujours continuer dans cette logique-là. On doit continuer dans cette logique-là. Non, Félix Tshisekedi jusque-là, il n'a démontré aucun signe qu'il veut instaurer un État autoritaire. On a décrié le communiqué de gens. Mais s'il vous plaît, les gens sont libres de s'exprimer. On allait dire. Les gens sont libres. Augustin Kabouya est un secrétaire général du parti de IDPS. Et ça craint, ça. Attendez, on a connu hier les déclarations des membres du PPRD qui voulaient coûte que coûte qu'il y ait révision de la Constitution. Mais in fine, Kabila n'a pas accédé à cette demande-là. Kabila n'a pas accédé à cette demande-là. Est-ce qu'il faut-il aujourd'hui interdire tout le monde de s'exprimer? Si quelqu'un veut parler un Moukouna, si Moukouna parle, non, Moukouna engage le président de la République. Si telle personne engage, non, celui-là engage le président de la République. Donc, non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour que l'on puisse dire qu'il y a maintenant dans les chefs du président de la République une volonté de glisser ou quoi que ce soit, on doit d'abord l'entendre dans son discours. Sur le fait ici, hein. Le gouvernement, dans le programme de gouvernement qui sera présenté par Samalou Kondé, c'est là où aussi on verra si effectivement il y a une volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels ou pas. Mais aujourd'hui, continuer à secouer les cocotiers, brandir les chiffons rouges, comme quoi, Tshisekedi, et ça se chuchote, comme Jean l'a entendu ici, Eric le dire, c'est quand même grave. Et il a parlé aussi de la question de l'Église catholique, qui s'est exprimée. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait normal. C'est normal que l'Église catholique s'exprime. L'Église catholique a parlé de Paris, parce que pour l'organisation des élections, en 2023, aujourd'hui, tout le monde le dit. Vous avez suivi Mouzou le dire. Il se pose un vrai problème de moyens. Et ce n'est pas, c'est indépendamment de Félix Tshisekedi, à qui on attribue les bénéfices du glissement. Parce que si nous avons connu par exemple le retard dans la nomination des animateurs de la CENI, ce n'est pas du chef de la responsabilité du président de la République. Donc nous devons attendre l'Église catholique s'est exprimée, mais moi j'ai toujours été contre cette domination de l'Église catholique dans ce pays. J'ai toujours été contre. Parce que vous savez quoi? Regardez dans beaucoup de pays, que vous allez en Afrique du Sud, que vous allez au Cameroun, que vous allez en Angola, c'est seulement ici en RDC que l'on voit les autorités du pays aller presque s'agenouiller régulièrement devant les prélats catholiques. Moi j'ai toujours été contre ça. Très bien. J'ai toujours été contre ça. Mais quant à ce qu'ils s'expriment, qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur l'organisation des élections, je ne peux pas les en vouloir pour ça. Très bien, Charles Kankankou. On va évoluer pour parler de la formation du gouvernement Samalou Kondé. La mouture, vous le savez, on a appris qu'elle a été soumise au chef d'État pour son arbitrage. On va essayer de voir. Mais beaucoup de questions se posent sur cette formation de gouvernement. Beaucoup également réfléchissent également sur comment ou quels sont les éléments à prendre en compte pour que ce gouvernement soit mis en place et qui répond justement aux nombreuses attentes. Vous avez suivi ici les élections, les sociales, l'économie. Tous ces problèmes doivent être résolus par ce gouvernement que Félix d'ailleurs qualifie, ce sera un gouvernement des guerriers. Lui-même, Samalou Kondé a parlé de gouvernement des warriors. On va voir à l'œuvre dans quelques jours d'ailleurs. On va attendre. Et c'est également le cas de le dire par rapport à cette mise au point ou soit cette tribune de Lolikema Lilo Bokonzi. Il est président national de l'Alliance pour la gouvernance des valeurs. Il estime qu'on doit prendre en compte principalement 3 problématiques à résoudre pour ce gouvernement. Il reste 10 minutes. On a commencé à 10 minutes de retard, s'il vous plaît. Donc, 3 problématiques qu'on doit prendre en compte pour résoudre la structure du gouvernement. Il y a d'abord la problématique du partage de postes de regroupement politique et celle de substitut du leadership. En tout cas, pour lui, il estime qu'on doit prendre en compte l'aspect politique, économique, et également la dimension notamment politique et la dimension économique, également la dimension sociale. En clair,
il faut que non seulement dans tenir compte de ceux qui ont combattu ou qui ont fait ce qu'on peut savoir, particulièrement cette union sacrée, mais aussi il faut voir aussi des compétences en dehors de ce qu'on appelle ceux qui sont notamment qui composent la majorité au sein du Parlement. Vous avez la parole. Non, en fait, on risque de donner raison à Tchalamouana qui a parlé de l'ingratitude quand on se crache aujourd'hui sur l'église catholique. Je me souviens comme journaliste au phare, il y avait des élections ici où on avait proclamé Kabila président en 2011. Tout le monde, l'IDPS et consorts, même Tshisekedi a loué l'église catholique à l'époque, Tshisekedi père. Nous sommes allés, c'est l'église qui a dit les résultats publiés par Malou Malou ne sont ni conformes à la vérité ni conformes à la justice. Là, l'église catholique était aux anges. Là, il fallait louer l'église catholique. Quand l'église catholique, dans les années 1992, aux côtés des forces du changement, IDPS et consorts réclamaient la conférence nationale souveraine, l'église a organisé des marches, les prêtres ont été massacrés, humiliés pour obtenir la conférence nationale souveraine, qui a permis l'élection de Tshisekedi comme premier ministre. Et j'ai rappelé pendant cette époque-là qu'Itenguez était avec Mobutu. Là, l'église catholique pouvait être louée. Là, l'église catholique pouvait être considérée comme la grande église ici en République démocratique du Congo. Et vous vous souviendrez entre moi et toi comment cette opposition a été essoufflée. Kabila a eu 2 ans ici. Il fallait que l'église catholique s'élève. Il fallait que nous perdions des déchets de Kapangala. Il fallait que les prêtres puissent être gazés pour que Kabila recule pour nous donner des élections. On ne doit pas cracher sur l'église catholique, Charles-Quint. Il faudra retirer ça. Dans l'histoire politique dans ces pays, dans des moments cruciaux, l'église a toujours joué ce rôle pour rappeler les gouvernants à l'ordre. Donc on ne doit pas cracher sur l'église catholique. C'est extrêmement grave. Mais je rappelle ici quand même que Charles-Quint fait preuve d'une ignorance crassiste comme journaliste, s'il ignore qu'il y a cessation de paiement dans ces pays, s'il ignore qu'on a recouru à la planche à billets, s'il ignore que nous avons survécu grâce aux appuis du Fonds monétaire international. Il faut aller dans des cabinets, les gens ne sont pas payés, des 6 mois de paiement à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas ça la cessation de paiement. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire cessation de paiement, il faudra peut-être un séminaire de renforcement des capacités. Très bien, très bien. Quand cela ne tient, quand on parle du gouvernement Samalou Kondé, je l'ai dit tantôt, que c'était un commissaire d'État, les gens ont estimé que j'étais excessif. Samalou Kondé, aujourd'hui, moi j'ai des informations, c'est à une autre dimension qu'on est en train de former le gouvernement. Ça lui dépasse. La fameuse tax force en fait. Tax force, il y a des parrains, il y a des gens qui doivent appeler Kitenguez pour qu'il soit sur la liste, il y a des gens qui doivent aller chez Augustin Kabouya, c'est-à-dire que la formation du gouvernement s'est faite à une autre dimension. Mais c'est pas un danger par rapport à ces gouvernements. Là, apparemment, on est en train de court-circuiter même Samalou Kondé. Non, on est dans en fait, Samalou Kondé, je l'ai dit, pour moi, je l'ai dit autrefois, la nomination de Samalou Kondé, c'était une bonne manière de tuer la primature. Je l'ai dit tantôt dans une de ses émissions. Oui. C'est le même problème. Vous savez, Tshisekedi a eu des problèmes avec Ilunga. Il ne veut plus un premier ministre qui va lui faire ombrage. Vous voyez, le président va à Kinkole. Nous sommes vraiment dans l'hyper-présidentialisation. Parce que le président commence à décider à la place du ministre sectoriel. Il va, non, tel terrain doit revenir à tel. Donc nous sommes vraiment dans l'hyper-présidentialisation. C'est ce que nous allons vivre tout au long de ces mandats. Sama n'est qu'un commissaire d'État. C'est-à-dire Sama a été mis là-bas comme un béni, oui, mais tout sera géré dans la présidence. Aujourd'hui, c'est une présomption. Hein? Ce n'est pas une présomption. La réalité aujourd'hui, il faut voir. Moi, j'ai été avec un ami qui travaille dans les régies financières. Oui. Ils ont des problèmes de rétrocession. Mais pour avoir cet argent-là, ils leur ont dit qu'il faut aller chez les conseillers du chef de l'État, Bilomba. Il y a des conseillers de Félix Tshisekedi qui s'y mixent aujourd'hui dans un champ qui n'est pas les leurs. Voilà, nous sommes là dans l'hyper-présidentialisation. Il fallait trouver un premier ministre qui permettra au gouvernement parallèle, au niveau du palais de la nation, de fonctionner effectivement. C'est cela. Donc voilà, beaucoup de choses. Pour contourner ces aspects que vous relevez tout à l'heure, Charles, que vous avez la parole, voilà pourquoi il y a des recettes qui sont proposées par exemple ici, pour la formation du gouvernement. Par exemple, sur le plan politique, que le président pourrait d'abord privilégier dans la structure du gouvernement ses premiers soutiens dans le groupe de pétitionnaires qui ont opéré le changement du bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il tiendrait justement compte de l'opposition extra-parlementaire. Sur le plan de la dimension sociale, ça s'est dit Loli Kema, ce sont les compétences qui n'ont aucun confort matériel qui seront des contestataires permanents, sinon pris en compte, mais des farouches défenseurs de la vision présidentielle. Et également pour la dimension économique, ce sont les leaders économiques ou de la société civile, hommes ou femmes, bien ancrés dans leurs communautés respectives depuis nombre d'années, qui apporteront l'adhésion de cœur de leurs bases respectives à l'union sacrée. Vous partagez l'avis? Bon, en termes de mécanismes pour retourner ce genre des histoires, des taxes fausses, pour ne pas court-circuiter Samalou Kondé dans la vision du chef d'État, pour que finalement ce gouvernement réponde aux attentes de la population. Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même
C'est quand même triste de voir ce qui se passe au sein de notre classe politique où les gens se bousculent au portillon de Sama Lukonde pour entrer au gouvernement, même sans vision. Je le disais ici, hein, vous attendez aujourd'hui beaucoup de déclarations. Nous ressortissons des Kassongo-Lunda, nous ressortissons des Kassongo-Lunda, depuis nous ressortissons des Dungu. Il y a toujours ça. Donc c'est comme si accéder au poste ministériel devient une question de vie ou de mort. Donc c'est quand même triste. Or, les gens oublient que ce sont des grandes responsabilités. Nous avons aujourd'hui besoin de voir des ministres qui viennent avec des projets. Parce qu'un ministre, c'est d'abord des projets. Pas des ministres dormeurs qui vont là-bas pour se retrouver sur Twitter, passer sa journée sur Facebook. On n'a pas besoin de voir ce type de ministres. Nous voulons avoir des ministres qui viennent avec des projets concrets. Parce qu'on échangeait avec vous la fois passée, Michel, sur des gens qui aiment toujours soit se retrouver au ministère des Finances ou au ministère du Budget, oubliant qu'un ministre paie dans n'importe quel secteur où il se trouve. Imaginons des choses là-bas, concevoir des projets de millions qui peuvent profiter au pays, parce que la République démocratique du Congo en général est un grand chantier. Dans beaucoup de secteurs, nous n'avons pas encore fait beaucoup d'avancées. Donc, c'est voir aujourd'hui comment les gens se battent seulement pour aller au gouvernement, ça m'inquiète. Vous avez parlé de Steve Mbikai. Bon, c'est quand même malsain hein, de voir ce type d'échange, entre lui. Ce sont des choses qui doivent quand même se régler à l'interne. Hein? Peut-être que tu veux réserver il y a réservé une dent contre Steve Mbikai par rapport à ce qui s'était passé, mais je pense que c'est une question qui doit être traitée dans l'interne. Bon, j'ai entendu des choses ici, hyper-présidentialisation, dérive dictatoriale, cessation de... Moi, je ne comprends pas. Donc, si on enregistre un retard dans les paiements, ça veut dire qu'on se trouve dans une situation de cessation des paiements. Donc, même du temps de Kabila ou dans d'autres pays, si on connaît un retard de 10 jours, par exemple, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous parlez d'une ignorance crasse. Il faut les séminaires de renforcement des capacités. Arrêtez quand même avec ce type d'orgueil, cher ami. On doit quand même nous respecter lorsqu'on échange sur ce plateau. Merci. Pas tenir des propos comme ça. Merci. C'est pas quand même gentil. Merci beaucoup à vous deux. Alors maintenant, je pense qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas ici craché sur la mémoire de l'Église catholique. J'ai dit seulement que j'ai toujours été contre la domination de l'Église catholique. Mais j'ai aussi relevé qu'on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait une telle déclaration. C'est ce que j'ai dit ici. Comment lui dire que j'ai craché sur la mémoire de l'Église catholique? Merci Charles Equin. Je ne sais pas, il était en goguette lorsqu'il parlait de ça ou comment. Merci Charles Equin. Merci Charles Equin pour la mise au point. Merci également à Eric Wimba pour également votre contribution. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle seulement pour que Sama Lukonde réussisse, prenez seulement cette tribune de Lolikema Lilo Bokonzi, président national de l'AGB, qui dit clairement que l'union sacrée doit amener jusqu'aux prochaines élections, plutôt pour l'union sacrée qui offre aux Congolais un nouveau départ devant les emmener jusqu'aux prochaines élections électorales, où ils s'exprimeront sur la manière dont le pays aura été géré. Il est important que le gouvernement Lukonde soit une réussite tant dans la forme que dans le fond pour un mandat fructueux du président de la République au bénéfice de Congolais qui n'ont le luxe de perdre du temps dans des situations de conflictualité, d'où l'intitulé « Rien ne sert de courir, il faut partir ». À point, au revoir mesdames et messieurs et à demain. Bonne fête aux femmes et surtout revendiquez vos droits parce que c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes notre vie. Au revoir et à très bientôt.